En manchette ce soir, pas d'accusation contre des policiers d'Amos. Une enquête de 2021 refait surface. La réfection d'un pont à Berry pourrait forcer un détour important. Il y a certains citoyens qui peuvent se rendre jusqu'à 50 allers-retours pour avoir un déplacement avec certains détours. Et Picogan mise sur sa sécurité publique et bâtit son nouveau poste de police. Bon vendredi soir, merci d'être avec nous pour ce TVA 18h. Des policiers d'Amos ne seront finalement pas accusés, a conclu le directeur des poursuites criminelles et pénales. À l'été 2021, ils étaient intervenus face à un homme blessé alors qu'il était interrogé au poste de police. Et Alexandre, c'est un dossier quand même intriguant. Oui, bien, il y avait une investigation de fait par le Bureau des enquêtes indépendantes à l'époque et il avait été conclu que les policiers n'avaient rien à se reprocher, mais on devait quand même attendre de savoir si le DPCP allait déposer des accusations ou non. Je vous ramène en 2021. Un homme de 49 ans a été arrêté dans la soirée pour une plainte de menaces et de bris de condition. Il est transporté au poste de police d'Amos et c'est là que l'affaire devient intéressante. Après avoir été fouillé et interrogé, il est laissé seul dans la salle d'interrogatoire du poste de police d'Amos. Les policiers quittent la salle une quinzaine de minutes et à leur retour, l'homme est retrouvé au sol, blessé et inconscient. Les policiers ont même dû le transporter d'urgence au centre hospitalier sur le champ. D'entrée de jeu, la thèse de l'infraction criminelle de la part d'un des policiers a été écartée. Et selon le rapport, c'est même l'homme lui-même qui s'est infligé les blessures. Mais là, y a-t-il eu de la négligence criminelle de la part des officiers? Les conclusions du DPCP disent que non. Pour être coupable de négligence criminelle, il aurait dû faire preuve d'insouciance déréglée ou téméraire à l'égard de la vie d'autrui, ce qui n'était vraisemblablement pas le cas ici, et rien ne laissait présager que l'homme aurait pu agir comme il l'a fait. Donc, 4 ans plus tard, le dossier est finalement fermé. Merci, Alexandre. Et toujours dans le domaine policier, la Sûreté du Québec de la MRC d'Abitibi-Ouest et la ville de Rouyn-Noranda ont mené hier une opération de lutte à la violence armée et au trafic de stupéfiants. Il y a eu une perquisition dans une résidence sur l'avenue Lajoie à Rouyn-Noranda, dans des véhicules et aussi dans des immeubles de Duparquet et de Galichan. 2 hommes ont été arrêtés. Israël Larente, 33 ans, de Rouyn-Noranda, et Nicolas Taasset, 41 ans, de Rapide Danseur. Ils ont comparu aujourd'hui et sont demeurés détenus. Et par la suite, la réfection prochaine d'un pont à Saint-Nazaire de Berry suscite de la frustration de la part de la municipalité. Elle estime que le manque de communication du ministère des Transports forcera les usagers à faire un important détour. Olivier Morin nous résume la situation. 100 km. Voilà le détour que devront faire les citoyens qui empruntent normalement le pont 019 sur la route 399 dès la semaine prochaine. Pour éviter de forcer ces citoyens à devoir effectuer un détour, le maire a fait part de solutions au ministère des Transports et qui, selon lui, ne semble pas vouloir offrir sa collaboration. Depuis le début, on demandait une voie d'évitement. On s'est fait dire que c'était impossible si on voulait avoir un pont rapidement. Plusieurs craintes reliées à la fermeture du pont ont aussi été exprimées par la municipalité à la direction régionale du ministère. On lui a tout indiqué les impacts, autant au niveau de notre gestion municipale, autant au niveau des employés, des utilisateurs, les risques peut-être au niveau des mesures d'urgence, des choses comme ça, au niveau des services d'urgence. Sauf que c'était tout le temps, non, regardez, ça va aller plus vite, on va avoir le pont. Le manque de communication et d'implication du ministère des Transports dénoncé par le maire génère aussi de la frustration chez les citoyens. Ce qui arrive là-dedans, c'est que l'information qui a été transmise au niveau de la population n'était pas correcte non plus au niveau du tracé. Ça amène de la confusion. On a eu des appels de centres scolaires, des appels de citoyens. Puis je comprends que les citoyens peuvent être surpris et déçus de la manière. Ces gens-là pensent que la municipalité n'est pas au fait, mais ça fait depuis 2024 qu'on travaille là-dessus. L'MTQ avait même promis une rencontre avec les citoyens qui n'a pas eu lieu. Jules Grondin espère que le ministère prendra ses responsabilités. Moi, j'avais demandé une communication très claire en mentionnant que le bureau municipal de Berry, nos employés ne sont pas payés pour répondre pour le MTQ. Mais les employés municipaux ont autre chose à faire que de récupérer les frustrations de la population envers le MTQ.
C'est fait vraiment pas pour ça. Durant ce temps-là, nos travaux et nous autres, nos opérations à nous autres sont bloqués parce qu'on répond aux appels, on répond aux inquiétudes. Contacté pour obtenir sa version des faits, le ministère n'a pas été en mesure de nous accorder une entrevue, mentionnant devoir confirmer certaines informations. La municipalité mentionne qu'elle continue ses démarches auprès du MTQ dans le but d'obtenir toutes les informations nécessaires en lien avec la rénovation du pont. Olivier Morin, RNC Nouvelles, Saint-Nazaire-de-Berry. Et la communauté autochtone de Picogan dévoilait ce matin l'emplacement de son futur poste de police. Elle en a profité pour souligner la première pelletée de terre. Et Alexis, il faut le dire, ce nouveau bâtiment est plus que nécessaire pour la communauté. Oui, pour plusieurs raisons. Parce que d'abord, dans la dernière décennie, le nombre de policiers a beaucoup augmenté du côté de Picogan, le bâtiment qui était donc rendu un petit peu trop petit. La relocalisation qui se fera donc sur la rue Miigwech, alors que l'ancien poste se trouvait, lui, à l'entrée de Picogan. Il y a beaucoup de satisfaction dans cette construction. La directrice du service de police de Picogan, Annick Wild, mentionne que c'est un gros plus pour le développement de la communauté et que c'est de cette façon qu'elle veut distinguer en offrant des services de sécurité et de qualité. On l'écoute. C'est très représentatif pour nous parce que, on a des partenaires, on a le ministère de la Sécurité publique qui est dans le projet et les deux palais du gouvernement, Québec et Canada. Fait que c'est très important pour nous pour qu'on puisse avancer pour avoir un nouveau poste de police, pour avoir un endroit où est-ce que c'est sécuritaire, que c'est... aussi pour accueillir les gens, puis c'est plus grand aussi. Et Alexis, le projet qui demande d'importants investissements des gouvernements. Oui, 8,6 millions au total, 6,5 provenant du fédéral et un autre 2,1 provenant du fédéral. C'est évidemment grâce à ces sous que ce projet est désormais possible. Ça faisait déjà plusieurs mois d'ailleurs que Picogan avait entamé les démarches et la chef de la communauté est bien contente de voir l'intérêt des deux paliers gouvernementaux pour leur projet, ainsi que l'impact que celui aura sur sa communauté lorsqu'il sera construit dans la prochaine année. Voici les propos de Mme Kistabiche. Ça va représenter un sentiment de sécurité un peu plus prononcé de la part de la communauté, d'avoir accès à des services de police qui répondent à leurs besoins, puis avec une réponse plus rapide aussi par rapport à des services qu'on aurait avec la Sûreté du Québec. Les travaux vont donc s'amorcer prochainement, qui se poursuivront au cours de la prochaine année. Et merci beaucoup, Alexis. Bonne fin de semaine. Vous aussi, au revoir. Après avoir déposé leur étude économique à l'Assemblée nationale hier, les préfets de l'Abitibi-Témiscamingue s'attendent maintenant à avoir des résultats concrets pour le territoire. Ils espèrent aussi que la voix des régions soit mieux entendue par le gouvernement caquiste. Les explications de William Maillé. Passer à l'étape supérieure, voilà ce qu'ont tenté de faire les préfets en discutant de l'étude économique directement avec le ministre responsable de la région, Jean Boulet, à Québec. On a pu prendre 30 minutes avec lui pour discuter de l'étude, mais on voulait vraiment échanger avec lui sur les activités spécifiques qu'on souhaite qu'il mette en place. Est-ce qu'il a bien capté absolument tout ce qu'on lui a dit? La suite des choses nous le démontrera. On va attendre les prochaines semaines. Le fait avancé par l'étude que l'Abitibi-Témiscamingue envoyait entre 600 et 800 millions de dollars à Québec de plus que qu'est-ce qu'elle recevait en retour a entraîné bien des réactions. Le député d'Abitibi-Est, Pierre Dufour, a notamment indiqué aux journalistes que la CAQ doit prendre le pouls des régions. On a vraiment senti qu'il y avait un appui de leur part. Fait qu'on l'apprécie beaucoup, mais maintenant, c'est les résultats qu'on veut avoir et non juste des appuis. Bien que certaines mesures pour aider la région prendraient du temps à instaurer, les préfets soutiennent que d'autres devraient être réalisées rapidement. D'abord, adapter les différents programmes auxquels on peut souscrire pour qu'ils correspondent à nos réalités. Ça, c'est déjà un geste très concret que le gouvernement pourrait faire. L'incompréhension du gouvernement des enjeux régionaux pourrait avoir une cause bien précise, d'après les élus. On constate que la très haute fonction publique ne connaît pas les régions, ne connaît pas les réalités, n'a aucune idée parfois de où c'est situé et de quels sont les enjeux économiques, les enjeux démographiques, les enjeux sociaux. La stratégie des préfets de s'appuyer sur une étude économique a aussi attiré l'attention de plusieurs régions qui ont aussi des revendications au gouvernement. La Côte-Nord, notamment, la Gaspésie, ont demandé de quelle manière ça fonctionnait, comment on l'a structuré. On est convaincu que ça va faire beaucoup de neige, mais à un moment donné, il faut vraiment que Québec comprenne
la réalité des régions et l'apport économique qu'on apporte au Québec, qui est très, très important. Les préfets affirment qu'ils vont poursuivre leurs différentes interventions, d'autant plus qu'ils croient que la reconnaissance de la région sera l'un des enjeux des prochaines élections municipales et provinciales. William Maillet, RNC Nouvelles. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Allô, c'est Valence. Ce soir, je joue à la scène Agnico Eagle à 21h au Festival des guitares du monde. On s'en reparle après la pause. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec invitent les jeunes entrepreneurs de 18 à 39 ans souhaitant se lancer en affaires à faire appel à leurs services, que ce soit pour de l'aide financière via le programme Stratégie Jeunesse ou pour des conseils. Les SADC offrent de l'accompagnement pour l'acquisition, la mise sur pied, l'expansion ou la modernisation d'une entreprise. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. La rôtisserie Saint-Hubert de Val-d'Or met en place plusieurs changements dès dimanche pour mieux accueillir sa clientèle vivant avec l'autisme. L'éclairage sera tamisé, il y aura de la musique d'ambiance et des trousses sensorielles. Élise Tessier est allée sur place pour en savoir plus sur ce nouveau projet d'inclusion. Le restaurant Saint-Hubert de Val-d'Or est enfin prêt à accueillir les personnes autistes et leurs familles dans un environnement adapté à leur réalité. Pour le franchisé, Jean-François Rossignol, c'est un projet qui allait de soi. Ça embarque dans nos valeurs parce qu'ici, depuis très longtemps, on a des gens qui ont un certain handicap. Il y en a qui sont autistes, des trisomiques de différentes formes. Ça crée une belle dynamique chez nous dans notre équipe. Puis, donc, de le projeter avec nos clients, bien, pour nous, c'était juste comme une continuité. Lancé il y a 2 ans ailleurs au Québec, ce projet est fondamental afin que les restaurants soient plus inclusifs, selon la directrice des communications et de la Fondation Saint-Hubert, Josée Vaillancourt. Moi, mon objectif, je ne le cache pas, c'est vraiment que l'ensemble du réseau Saint-Hubert soit des rôtisseries inclusives, là. Fait que puis pour le moment, bien, c'est des franchisés qui ont levé la main et qui ont dit « Ah oui, moi, ça m'intéresse. » Dès dimanche, à partir de 11h, la salle à manger sera aménagée et la clientèle pourra notamment profiter d'une trousse sensorielle. Donc là, les gens vont pouvoir avoir accès à tout ce qui se trouve sur la table. Oui, dans le fond, on va remettre une trousse qui va venir dans un sac. À l'intérieur du sac, bien, c'est ça, il y a différents objets. Donc, on a, bien, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est le tableau de communication ici. Donc, pour les gens qui ont peut-être un peu plus de difficulté à communiquer, ils peuvent seulement nous pointer, dans le fond, soit un sentiment, leurs besoins. On a un casque insonorisant ici. Je ne sais pas si tu veux essayer le casque. Mais ça aussi, là, si jamais il y a des clients autour, il y a du bruit, mais ça aussi, ça peut être apaisant de porter un casque pour eux. Ça les ramène un peu dans leur cocon. Nous, dans le fond, on va valoriser aussi les banquettes pour ces personnes-là, parce que ça crée justement un cocon. Là, justement, ils sont plus intimes dans leur environnement. L'éclairage tamisé, ainsi qu'une musique d'ambiance diffusée à un volume réduit, s'ajoute aux autres initiatives. Pour l'ensemble des Saint-Hubert au Québec, 42 franchisés participent à cette cause, notamment celui de Val-d'Or, qui est le premier en Abitibi-Témiscamingue. Élise Tessier, RNC Nouvelles. Vos réponses à la question du jour TVA. Une présentation de la Clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Nous vous offrons des consultations rapides avec des infirmières et infirmières praticiennes spécialisées et un nouveau service de téléconsultation. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. Et à la question du jour, on vous demandait est-ce que les espaces publics sont suffisamment adaptés pour les personnes vivant avec des limitations physiques et intellectuelles? Vous avez répondu non à 71 %. Justine, le Festival des guitares du monde tire à sa fin et ce soir, c'est l'occasion d'en profiter avec le spectacle gratuit de Valence.
Exactement, Kémélia. C'est le spectacle parfait pour venir danser et se réchauffer parce que c'est pas chaud dehors en ce moment, mais je vous le dis en écoutant la musique de Valence, là, ça va réchauffer la place Agnico Eagle du Festival des guitares du monde. Valence porte ses chansons dans une instrumentation qui est assez maximaliste, mais qui varie entre la proximité émotionnelle et l'éclat du grand déploiement. Alors, on se donne rendez-vous ce soir à 21h, juste ici à côté de l'Agora des Arts, pour voir le spectacle de Valence. Et ensuite, vers 22h30, c'est Jeff qui va prendre le contrôle de la scène. On a un beau vendredi soir prévu au FJMAT. Je vous laisse sur ma rencontre avec l'artiste Valence. Alors Vincent, qu'est-ce qui nous attend ce soir là, dans ton spectacle extérieur au Festival des guitares du monde? En fait, avec mon band, on est 5 musiciens. Puis je dis toujours que j'en fais de la musique maximaliste. Fait que c'est toujours... j'ai beaucoup de multi-instrumentistes dans le band, puis c'est ça, on a vraiment une palette variée. Il y a 2 musiciens qui jouent du saxophone, de la flûte, du pedal steel, mais j'ai une fondation vraiment de band rock, tu sais, mais autour de ça, il y a beaucoup d'arrangements, je dirais, assez riches, un peu, je sais pas, j'allais dire baroque, mais non, j'ai pas cette prétention-là. Mais c'est un long voyage, puis j'ai juste hâte de rencontrer le monde de Rouen, tu sais, puis de créer un moment de connexion, tu sais. Et c'est le Festival des guitares du monde. Alors, j'ai le goût de te demander, quelle est la place que la guitare occupe dans ta vie? Bien, pour moi, c'est le premier instrument que j'ai appris à jouer. Puis, je veux dire, je sais pas, j'avais comme 8 ans, 9 ans, puis je trouvais ça cool. Puis finalement, ben là, quand j'ai commencé à jouer de la guitare, je trouvais ça vraiment difficile, puis vraiment pas le fun, puis pas cool, finalement. Puis aujourd'hui, la guitare, c'est comme si c'est un instrument c'est un instrument que j'ai toujours utilisé pour composer, tu sais. C'est comme quand j'ai commencé à apprendre à jouer la guitare, c'était pour jouer des tunes en premier, tu sais. Puis je me considère encore comme un guitariste bien correct, tu sais, mais autour de moi, il y a des vraiment bons guitaristes que je regarde puis que j'idolâtre encore. Puis tu sais, il y a toujours quelque chose d'un peu intimidant aussi là-dedans, là, de genre jouer avec des musiciens vraiment, vraiment bons. Après, j'essaie de devenir de meilleur en meilleur à guitare, de faire honneur. Surtout là, à soir, il faut que je fasse honneur à la guitare. C'est ça que j'en comprends, c'est qu'il n'y a pas d'issue, là, tu sais. Ce soir, le spectacle à 21h, il est gratuit. Alors, il y a plein de monde qui vont venir faire leur tour. Dans quelle ambiance on se met là, pour venir voir Valence en spectacle au Festival des guitares? Bien, dans quelle ambiance on se met? Je pense qu'aujourd'hui, il faut s'amener une petite laine. Puis après ça, attendez-vous à ce qu'on a vraiment du fun. Je pense que dans ce climat-là, ce qui est plus important pour nous, c'est d'avoir du fun, puis d'être vraiment décomplexé, puis d'avoir des moments d'humour, puis aussi après ça, je sais pas, des zones plus... il y a quelque chose d'assez comme intime dans ma musique aussi, dans le personnel. Fait que j'espère qu'on va traverser toute la gamme là, ce soir. Bien, merci beaucoup, Vincent. Je te souhaite un super beau spectacle ce soir au Festival des guitares du monde. Alors, ce soir, on amène notre petite laine, puis on vient faire un tour sur la scène extérieure du festival. Les circuits juniors américains deviennent de plus en plus attrayants pour les joueurs québécois. Le commissaire de la LHJMQ, Mario Cecchini, s'en inquiète et veut se pencher sur la situation. On vous en reparle après la pause. Les sports vous sont présentés par Thibaut Géant, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Au hockey, les circuits juniors américains deviennent de plus en plus attrayants pour les joueurs québécois. Le commissaire de la LHJMQ, Mario Cecchini, s'est même avoué face au mur en entrevue sur le balado de Jeff Marek. Des vedettes du circuit comme Justin Carbonneau, Caleb Desnoyers et Justin Poirier, 3 des plus beaux espoirs de la LHJMQ, pourraient être de futurs déserteurs. Des rumeurs les enverraient dans la NCAA, une ligue américaine, dès l'an prochain. Le commissaire Cecchini entend discuter sérieusement de cet enjeu lors des rencontres prévues la semaine prochaine en marge du repêchage de la LHJMQ. En entrevue plus tôt aujourd'hui, le directeur général des Huskies de Rouyn-Noranda s'est dit conscient des changements qui devraient secouer la Ligue. On peut l'écouter. Présentement, c'est un peu plus ça notre crainte, notre travail, l'effort qu'on met pour le repêchage, pour le début des échanges vers le repêchage. Nous, on a un cycle de 16 à 20 ans, donc laissons ces joueurs-là compétitionner avec les jeunes de leur âge, puis ensuite de ça, être capable de les former pour les aider à aller vers d'autres niveaux. Donc, c'est pas nécessairement facile de jouer à 20 ans, là, ou 20 ans, 21 ans dans la Ligue américaine, par exemple. Donc,
Ce tremplin-là, pour eux, pourrait être très, très bon. Il faut trouver des solutions de notre côté pour être capable de conserver ces joueurs-là, ces meilleurs joueurs-là. Je pense qu'on a le potentiel comme Ligue de bien développer ces joueurs-là. Maintenant, c'est ça, il faut travailler fort pour ça. Et d'ailleurs, dans exactement une semaine, c'est le repêchage de la LHJMQ au Centre Vidéotron de Québec. Les Huskies et les Foreurs y seront pour mettre la main sur le futur de leur organisation respective. Et c'est aussi mardi prochain que s'ouvre la fenêtre des échanges. Beaucoup de mouvements est à prévoir pour nos équipes de la région. Notre journaliste Alexandre Cabana sera toute la semaine du côté de Québec pour récolter les dernières nouvelles et couvrir le repêchage 2025 de la LHJMQ. C'est un rendez-vous à ne pas manquer sur nos ondes. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous, nouvelles au pluriel, @rncmedia.ca, par téléphone au 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Où vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. À la météo, Justine, à voir le vent, je pense qu'on a une fin de semaine plutôt fraîche à l'horizon. Ah oui, Camélia, on va oublier le printemps, le temps d'une fin de semaine. Je vous le dis, vous allez voir, on va se croire l'automne tellement ça va être nuageux puis quand même froid dans les prochains jours. Ce qui nous attend pour ce soir et cette nuit en Abitibi, c'est nuageux avec peut-être quelques petites gouttelettes de pluie, mais il y a peu de chances qu'il va pleuvoir. Mais c'est le froid qui va être frappant avec un minimum de 3 degrés. Alors, si vous venez au Festival des guitares du monde voir le spectacle extérieur de Valence, je vous conseille de mettre des gants puis peut-être même de vous gâter puis d'y aller avec une petite tuque parce que ce sera pas chaud. Du côté du Témiscamingue, c'est un 40 de probabilité d'averse qui est attendu avec un minimum de 5 degrés. Alors, c'est assez froid aussi du côté du Témiscamingue. Demain, ce qui est attendu sur l'ensemble du territoire, ce sera nuageux et venteux avec un maximum de 11 degrés. Et je termine avec un aperçu pour dimanche. En Abitibi, ce sera nuageux avec 60 de probabilité d'averse. Et du côté du Témiscamingue, on aura une alternance de soleil et de nuages avec 40 de probabilité d'averse. Et c'est un maximum de 18 qui est attendu sur l'ensemble du territoire. Alors, en fin de semaine, on fait du ménage, on fait aussi les tâches de la maison qu'on repousse depuis plusieurs semaines. C'est le temps de tout clencher ça et de les faire pendant qu'il fait pas beau dehors. Ouais, ce fameux ménage du printemps qu'on finit toujours par repousser. Merci, Justine. Bon week-end à toi. Et voilà, au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été à l'écoute de nos bulletins tout au long de la semaine. Passez une belle fin de semaine. On se retrouve lundi prochain.